Je vais rester aussi anonyme que possible avec cette histoire. C'est un événement très sérieux qui m'a laissé un traumatisme, et malheureusement, il m'a marqué à vie. Je vais changer tous les noms et toutes les villes dans cette histoire, pour qu'il soit impossible de remonter jusqu'à moi. J'ai toujours été quelqu'un de très renfermé. Ça a commencé dès mon plus jeune âge. Même durant mes premières années d'école, mes professeurs disaient à mes parents que j'avais des problèmes de comportement antisocial. J'étais même placé dans des cours spéciaux de 20 minutes pour la parole et le comportement en école primaire. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi on m'y emmenait. Au collège, la pression sociale a vraiment commencé à peser. Les élèves ont commencé à former leur groupe d'amis, et cela n'a fait qu'empirer en arrivant au lycée. Je n'avais pas de troubles de l'apprentissage ou autres, mais des difficultés sociales qui se sont améliorées en grandissant. Mais, malgré tout, je me considère encore comme maladroit et introverti. Heureusement, j'ai réussi à me faire quelques amis proches, et j'en suis reconnaissant. Maintenant, parlons des filles. Évidemment, être un reclus social ne facilite pas les relations amoureuses. Sans entrer dans les détails, mais pour que mon histoire ait du sens, j'ai perdu ma virginité à 21 ans. C'est un peu tard, je dirais. À l'époque des faits, j'avais 23 ans. J'avais déjà quitté la maison de mes parents et je travaillais dans mon domaine depuis quelques années, avec un salaire élevé. J'avais acheté une maison de ville dans ma ville natale, spacieuse et plutôt impressionnante pour quelqu'un de 23 ans. Un jour, en sweepant sur Tinder, j'ai matché avec une fille plutôt jolie, qu'on appellera Emily. Nous sommes allés dîner dans un restaurant près de chez moi. J'étais un peu trop dans ma tête, persuadé qu'elle me trouvait bizarre ou maladroit. À la fin du rendez-vous, j'étais certain qu'elle ne voudrait plus jamais me revoir. Mais, plus tard, en rentrant chez moi, elle m'a envoyé un message. « J'ai vraiment aimé ce moment avec toi. Je me suis bien amusé. » J'étais fou de joie. On a alors enchaîné un deuxième, un troisième, puis un quatrième rendez-vous. Une fois que j'ai arrêté de trop réfléchir, tout semblait parfait. Nous sommes rapidement devenus un couple. Mais bien sûr, la phase de lune de miel ne dure jamais éternellement. Au début d'une relation, on est excité à chaque message ou appel de l'autre. On attend avec impatience ces petites attentions. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer qu'elle m'écrivait trop souvent. À toute heure du jour et de la nuit, elle me demandait où j'étais et ce que je faisais. Si je mettais trop de temps à répondre, elle m'appelait ou envoyait des points d'interrogation pour insister. Un jour, alors qu'on était sur mon canapé, elle a exigé qu'on partage nos localisations en direct. Je n'étais pas ravi de cette idée, même si je n'avais rien à cacher. Mais j'ai quand même accepté. Après quelques mois de relation, avec nos localisations partagées, tout a dégénéré. Elle me demandait sans arrêt pourquoi j'étais chez mon ami Phil, au lieu de répondre à ses messages. Le pire, un vendredi soir, j'étais chez Phil, avec notre ami Marc, dans le sous-sol de sa maison. Et là, Emily débarque. La mère de Phil l'a fait descendre. Elle commence à me hurler dessus, me reprochant d'être chez Phil au lieu de lui répondre pour une sortie qu'on devait faire le lendemain. Je lui ai demandé de calmer le jeu et d'en parler plus tard, mais elle a insisté pour que je parte avec elle. J'ai dû m'excuser auprès de mes amis et sortir avec elle. On s'est disputé en pleine rue. Elle voulait venir dormir chez moi, mais j'ai refusé. On est rentrés séparément. En arrivant chez moi, je lui ai envoyé un long message disant qu'on avait besoin d'une pause et que j'avais besoin d'espace. Aurais-je dû le faire en face? Oui, sûrement. Mais j'avais peur de sa réaction. Bien sûr, elle a commencé à m'appeler en boucle, à m'inonder de messages. Quand j'ai arrêté de répondre, elle s'est mise à frapper violemment à ma porte et à sonner sans arrêt. C'était si intense qu'un de mes voisins est sorti et lui a demandé ce qu'elle faisait. Je l'ai entendu lui hurler dessus en me traitant de tous les noms. Finalement, elle est partie, mais j'étais profondément perturbé. J'ai alors arrêté de partager ma localisation avec elle. Elle l'a immédiatement remarqué et m'a envoyé des messages de rage. J'étais de plus en plus convaincu d'avoir fait le bon choix. Mon dernier message pour elle a été « Je suis désolé, Emily, mais je dois te bloquer un moment. Tu me fais peur. » Surprise, elle n'est pas venue frapper à ma porte cette fois-ci, mais j'ai remarqué qu'elle avait aussi coupé le partage de sa localisation immédiatement après. Une semaine plus tard, je suis retourné chez Phil pour passer la soirée avec mes potes. Je suis rentré vers 23 heures. Je n'avais pas sommeil et j'avais faim. Alors j'ai mis un plat au micro-ondes et je me suis affalé sur le canapé pour chercher un film d'horreur à regarder. Quand le micro-ondes a bipé,
il y a eu un silence complet. Et là, j'ai entendu un clic ou un bruit sourd venant de la salle à manger. Pour que vous compreniez, ma maison de ville avait un plan circulaire. Salle à manger, bureau, salon, cuisine, retour à la salle à manger. Mais une porte séparait le bureau de la salle à manger. J'ai coupé le son de la télé pour écouter. Et là, j'ai entendu cette porte s'ouvrir. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé vers la salle à manger. J'ai crié « Qui est là ?» Silence total. Je suis entré dans la salle à manger et la porte était grande ouverte. Je ferme toujours toutes les portes chez moi. Toutes. J'ai couru dans la cuisine et attrapé le plus grand couteau. Puis, j'ai directement appelé le 17. C'était la première fois de ma vie que j'appelais les urgences. C'était une première. Au téléphone, j'ai parlé très fort pour que qui que ce soit qui était là entende que j'étais en ligne avec la police. Que ce soit une bonne idée ou non, c'est discutable. J'ai dit que je pensais que mon ex-petite amie folle avait pénétré chez moi et la police a envoyé quelqu'un. Le reste de l'appel consistait à expliquer exactement ce qui se passait, pourquoi je pensais que c'était mon ex. Et la personne au bout du fil m'a demandé d'attendre dehors si possible. Alors, je suis sorti et j'ai attendu non loin de la porte d'entrée. Étonnamment, une voiture de police est arrivée rapidement. J'ai de nouveau expliqué brièvement ce que je pensais être en train de se passer et j'ai conduit l'agent dans ma maison. Nous avons fait ensemble une fouille extrêmement minutieuse des lieux. Et je vous assure, il n'y avait personne à l'intérieur. Nous avons vérifié le petit espace rampant caché dans le placard. Nous avons fouillé tous les placards d'ailleurs. Nous avons regardé sous les lits, sous les canapés, même le mini-grenier. Quand la situation a été déclarée littéralement sous contrôle, l'agent m'a dit d'appeler à nouveau si j'entendais quelque chose. Ce qui signifiait, pour moi, qu'il me croyait et savait que je ne mentais pas, ou que je n'étais pas en train de devenir fou. Ma nuit a évidemment été perturbée après ça. Impossible de m'asseoir tranquillement dans le salon pour regarder un film. J'ai mangé mon repas qui était resté dans le micro-ondes et je suis monté dans ma chambre, où j'ai verrouillé la porte. J'ai envoyé des messages à tous mes amis et ma famille pour leur raconter à quel point j'étais terrifié. Mais comme personne n'était là, j'ai fini par me convaincre que c'était juste un de ces moments effrayants où quelque chose bouge tout seul dans une maison. J'ai failli envoyer un message à Emily, mais je me suis retenu. J'ai pris un somnifère, et d'après ce que je me rappelle, je me suis endormi rapidement, étonnamment. Cependant, je suis un dormeur léger, et quelque chose m'a réveillé. Je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait quelque chose de bizarre dans la pièce. J'ai regardé mon téléphone, et j'avais plein de messages venant d'un numéro inconnu. C'est probablement ça qui m'a réveillé. J'ai vite réalisé que c'était Emily. En résumé, sans lire tout le pavé qu'elle m'avait envoyé, elle disait qu'elle était désolée et qu'elle voulait parler. Elle me suppliait de la voir en personne le lendemain, et le reste de ses messages n'étaient que des « Tu es réveillé ?» et « Réveille-toi » répétés encore et encore. Elle m'a écrit « Réveille-toi » un total de 8 fois. Étonnamment, elle n'avait pourtant pas essayé de m'appeler. J'ai répondu « Pourquoi tu es réveillé à cette heure ? C'est dingue que tu me harcèles comme ça à une heure pareille. Honnêtement, si j'avais encore des doutes avant, ton comportement ces derniers jours vient de me confirmer que je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Laisse-moi tranquille. » Quelques secondes après avoir appuyé sur envoyer, j'ai entendu un cri venant de l'intérieur du placard à côté de mon lit. C'était la voix d'Emily qui hurlait « Non !» Puis, la porte du placard a explosé sous la force de l'ouverture. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai juste bondi hors du lit, j'ai ouvert la porte de ma chambre et je suis sorti en vitesse. La porte n'était plus verrouillée, remarquez. Une fois dehors, j'ai refermé la porte en la maintenant fermement contre moi pendant qu'elle essayait de l'ouvrir. Mais elle ne se contentait pas d'essayer de l'ouvrir. Elle a commencé à la poignarder, et je voyais la lame du couteau transpercer le bois de la porte tout près de moi. Dans un moment de panique absolue, j'ai décidé de crier « Bébé, je t'aime, arrête !» au lieu de lui dire qu'elle était malade et qu'elle avait besoin d'aide. Quand j'ai dit que je l'aimais, elle s'est arrêtée et s'est calmée. J'ai profité de ce moment pour appeler la police en silence, tout en continuant de retenir la porte. À ce moment-là, nous avons commencé à parler à travers la porte, tandis que j'avais toujours le 911 en ligne. J'ai improvisé un énorme mensonge, lui disant que je traversais une période difficile, mais que je l'aimais et que j'envisageais de me remettre avec elle. Elle m'a répondu, la voix tremblante.
C'est tout ce que je voulais entendre. Pourquoi tu ne pouvais pas juste être honnête avec moi? Elle m'a demandé d'ouvrir la porte, mais je devais la retenir encore. Je lui ai dit que j'avais peur et que je voulais qu'elle lâche le couteau. Après quelques instants, elle a accepté. Je lui ai demandé de le jeter à travers la pièce pour que je puisse entendre le bruit. Elle l'a fait. J'ai entendu la lame rebondir contre le mur et tomber au sol. À cet instant, j'ai arraché la porte et je me suis jeté sur le lit pour la plaquer au sol. Elle a hurlé, s'est débattue et est devenue hystérique. Mais je m'en fichais. Je l'ai maintenue au sol en criant mon adresse et toutes les infos nécessaires dans le téléphone, qui était toujours connecté au 911. Je l'ai maintenue ainsi jusqu'à l'arrivée de la police. À ma grande surprise, les policiers ont carrément défoncé la porte d'entrée avec un bruit assourdissant qu'on a entendu jusque dans la chambre. Ils sont montés très vite, et il y avait en réalité beaucoup plus d'agents que je ne l'aurais imaginé. Émilie a été menottée immédiatement, en pleurs et en pleine crise hystérique. Je pense que la seule raison pour laquelle je ne pleurais pas, c'est parce que j'étais sous le choc total. Cette nuit-là a été la pire de ma vie, la plus traumatisante. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Il y a eu un long et sérieux processus judiciaire qui a suivi pour faire condamner Émilie. Je n'ai jamais voulu que mon nom ou mes informations se retrouvent sur Internet et finissent sur l'une de ces chaînes YouTube sur les crimes. Alors j'ai été très prudent pour éviter de divulguer trop de détails pouvant me rendre identifiable. Émilie est en prison pour des charges très graves. Rien de tout ça ne me rend heureux. C'était quelqu'un avec qui j'ai passé une partie de ma vie, jour après jour. Quelqu'un que je pensais aimer. Quelqu'un qui a essayé de me tuer. Elle n'allait pas bien mentalement. Et ce qui me fait le plus mal, c'est à quel point j'étais aveugle. Non seulement parce que j'étais trop envoûté par elle au début, mais aussi à cause de mon propre manque de confiance en moi. J'étais tellement focalisé sur l'idée de l'impressionner que je n'ai même pas fait attention à certains signes alarmants dès le début. Je sais que cette histoire me hantera pour toujours. Et honnêtement, même si c'est anonymement, ça me fait du bien de la partager enfin. L'année dernière, j'ai fait un voyage en solo à Salt Lake City. Je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de partir en vacances auparavant. Et quand c'était le cas, c'était toujours avec ma famille. C'était la première fois que je pouvais enfin profiter d'un séjour seul. Je sais que ça peut paraître étrange, mais être seul ne me dérange pas. Surtout que ça ne m'arrivait jamais. Bref, j'ai regardé les hôtels et les Airbnb dans la région. À ma surprise, les Airbnb étaient bien plus agréables et moins chers. Cependant, les moins coûteux étaient un peu éloignés du centre-ville. Comme j'avais ma propre voiture, ça ne me dérangeait pas de faire un peu de route. Alors j'ai choisi un Airbnb de bonne taille. Il était petit, mais la cuisine et la chambre étaient énormes pour une seule personne, ce qui était tout ce qui comptait pour moi. Je suis arrivé tôt le matin. Le propriétaire m'a envoyé le code par message. Et j'ai amené toutes mes affaires à l'intérieur. C'était vraiment sympa. Bien mieux que le petit appartement que je partageais avec mon colocataire. Une fois installé, je me suis affalé sur le canapé et j'ai allumé la télé. Après 10 heures de route, j'avais hâte de me détendre et de profiter du calme. Je me suis rapidement endormi, mais comme il était encore tôt, mon corps s'est réveillé quelques heures plus tard. Il faisait nuit, la télé était toujours allumée. J'ai attrapé la télécommande et l'ai éteinte. Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau avant d'aller me coucher. En traversant le salon vers la cuisine, j'ai senti un courant d'air froid me frôler. Avec mes yeux fatigués, j'ai regardé sur le côté et j'ai vu que la porte d'entrée était grande ouverte. Mon cœur s'est emballé. Je savais que je l'avais fermée et verrouillée, donc ça m'a vraiment fait flipper. J'ai refermé doucement la porte en écoutant attentivement le moindre bruit indiquant que quelqu'un était à l'intérieur. Pour situer, je ne suis pas le gars le plus costaud du monde, mais je suis assez grand et en bonne forme. À moins que l'intrus ait une arme, je me sentais capable de me défendre. J'ai attrapé un couteau de cuisine, toujours en restant silencieux, et j'ai fouillé chaque pièce de la maison. Personne. Cela m'a encore plus perturbé. J'ai envoyé un message au propriétaire pour lui demander si quelqu'un était censé passer ce soir-là, en lui expliquant ce qui s'était passé. Il était tard, donc je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. J'ai fait le tour de la maison pour verrouiller chaque porte, puis j'ai rapidement vérifié à nouveau chaque pièce. Bien que plus éveillé qu'avant, j'étais encore très fatigué.
Je suis allé me coucher et me suis endormi sans problème. Mais au réveil, j'étais bien moins serein. J'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. Pas de dehors, mais juste derrière la porte de ma chambre. Je ne savais pas quoi faire, et je suis resté figé, attendant que l'inconnu fasse quelque chose en premier. Allongé dans mon lit, je réfléchissais à comment cette personne avait pu entrer. Le seul à avoir le code de la porte était le propriétaire. Donc, sur le moment, j'étais persuadé que c'était lui. Cette idée m'a donné un peu de courage, pensant que c'était juste un type louche qui espionnait ses locataires. Je suis sorti du lit, n'ayant toujours rien entendu d'autre, et j'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit pour appeler la police. J'ai dû faire trop de bruit, car aussitôt, quelqu'un s'est mis à courir loin de la porte, en direction de l'entrée de la maison. Ça m'a glacé le sang. Savoir que l'intrus était resté juste derrière ma porte tout ce temps était terrifiant. J'ai composé le 911, mais le temps que la police arrive, plus rien ne s'est produit. L'intrus était parti. J'ai trouvé un hôtel pour le reste de mon séjour, mais le plus fou, c'est que le propriétaire de l'Airbnb m'a remboursé. Il a pu prouver que ce n'était pas lui, et il était sincèrement inquiet. C'était un vieil homme très gentil. C'était déjà effrayant quand je croyais que c'était lui. Mais savoir qu'il s'agissait d'un inconnu rendait ça encore pire. Je ne sais pas comment il est entré ni pourquoi il me traquait, mais rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Ce qui me hante le plus, c'est le moment où je me suis réveillé et que j'ai vu la porte ouverte. Maintenant que je sais que quelqu'un était vraiment dans la maison, cela signifie qu'il est entré et m'a vu dormir sur le canapé avant de faire je ne sais quoi. C'est incroyablement perturbant et effrayant, et ça m'a définitivement convaincu de ne plus jamais séjourner seul dans un Airbnb. Cette histoire vient d'un autre parent qui a souhaité rester anonyme, donc tous les noms ont été modifiés. Brad et Jane sont les parents de Molly, qui avait 5 ans au moment des faits. D'après son père, Molly est une petite fille calme et bien élevée, ce qui rend cette histoire encore plus troublante. La chambre de Brad et Jane est juste à côté de celle de Molly. La nuit où les événements étranges ont commencé, Molly est venue voir ses parents, effrayée, en disant qu'il y avait quelque chose dans son placard. Brad l'a raccompagnée dans sa chambre et lui a montré l'intérieur du placard pour lui prouver qu'il n'y avait aucun monstre. Mais la nuit suivante, elle est revenue dans leur chambre, affirmant une fois de plus qu'un monstre était caché dans son placard. Cette fois, Brad et Jane l'ont laissé dormir avec eux. Le lendemain, Molly a dessiné le prétendu monstre et l'a montré à ses parents. Brad a avoué que le dessin l'avait mis mal à l'aise, mais jusqu'à ce moment-là, tout cela ressemblait encore à un comportement d'enfant normal. Jusqu'à ce qu'une nuit, Brad et Jane soient réveillés par les cris de Molly. Ils se sont précipités dans sa chambre pour voir ce qui n'allait pas, et elle leur a dit en pleurant « Je saigne ». Elle avait relevé son t-shirt, révélant 2 marques de griffures sur son dos. Molly a affirmé que c'était le monstre qui l'avait blessée. Brad a fouillé toute la maison de fond en comble pour voir si quelqu'un s'y cachait. Mais il n'y avait personne. Devant l'absence d'explication rationnelle, Brad et Jane ont conclu que Molly s'était peut-être blessée toute seule, volontairement ou accidentellement. Mais avec le recul, les événements semblaient trop étranges pour être de simples coïncidences. Alors qu'ils encourageaient Molly à dormir de nouveau seule, elle n'a jamais changé son histoire. C'était bien le monstre qui l'avait griffée. Pour la rassurer, ils ont décidé de déplacer ses affaires dans une autre chambre et de lui donner une nouvelle pièce. Molly est revenue quelquefois voir ses parents en pleine nuit, mais chaque fois qu'ils lui demandaient si elle avait revu le monstre, elle répondait « Non, j'ai juste peur », et plus aucune blessure n'est apparue sur son corps. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais soyez indulgents. Chaque hiver, mes amis Kyle, Ricky et moi avons cette petite tradition. Marcher sur un lac gelé à quelques villes de chez nous. Ce n'est pas un grand événement, juste quelque chose qu'on fait pour le plaisir. Il y a quelque chose dans l'ambiance d'être là-bas, sur la glace, entouré par un calme absolu,
qui semble presque irréel. C'est juste un de ces petits plaisirs simples qu'on a toujours appréciés. Appelez-nous bizarres si vous voulez, mais on ne se lasse jamais de cette sérénité. Si vous avez déjà été seul, en pleine nature, avec pour seul bruit le doux froissement des flocons de neige, vous savez de quoi je parle. On a l'impression d'avoir un bout de nature rien que pour soi. Les photos rendent toujours incroyablement bien aussi, ce qui est un énorme plus pour nous. Quelques gars un peu artistes sur les bords. Ça s'est passé cet hiver. On est en avril au moment où j'écris, donc il y a environ 4 mois. Je sais ce que vous pensez, mais ne vous inquiétez pas, personne n'est tombé à travers la glace. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il neigeait fort cette nuit-là. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle nous avons décidé d'y aller. Il avait fait constamment en dessous de 0 depuis plusieurs semaines. Donc nous étions assez confiants que le lac était totalement gelé. Personnellement, je préfère largement l'hiver à l'été. Mes amis diraient sûrement la même chose. Il y a des tas de raisons à cela, mais l'une d'elles est simplement la neige elle-même. Déjà, c'est magnifique, mais ce que je préfère, c'est qu'on ne se retrouve jamais dans l'obscurité totale. Même après le coucher du soleil, la lumière se reflète sur la neige blanche, mélangeant le jour et la nuit dans une atmosphère presque irréelle. Ce soir-là, la lune était en plus bien pleine, amplifiant encore plus cette impression. Kyle conduisait ce soir-là. Il avait un pick-up qui tenait bien sur la neige, donc on a préféré le laisser au volant, même si d'habitude, c'était Ricky qui nous trimballait partout. Le lac est entouré d'une fine forêt, donc impossible d'y accéder directement en voiture. Forêt, c'est un bien grand mot. C'est plutôt une zone avec quelques arbres épars, mais suffisamment dense pour empêcher un véhicule de passer. On a garé la voiture sur un parking à proximité et on est sorti. Il faisait un froid glacial. On s'est emmitouflé et on a commencé à marcher vers le lac. Je ne fumais pas à l'époque, toujours pas d'ailleurs, mais Ricky et Kyle, eux, oui. Ils ont allumé une cigarette chacun en avançant. Il devait être minuit passé, mais je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il n'y avait pas un chat, pas un animal, pas une personne, rien. Aucun mouvement à part nous trois. On est arrivé au lac, et comme on s'y attendait, il semblait complètement gelé. On riait d'un truc idiot quand Kyle a ramassé un caillou et l'a balancé sur la glace pour tester sa solidité. Aucune fissure. On a donc pris ça comme un feu vert et on a commencé à avancer vers le centre du lac. Évidemment, on n'est pas allé trop loin, ce serait insensé, mais on a quand même avancé à une centaine de mètres du bord. C'est là que quelque chose a attiré notre attention. De l'autre côté du lac, près des arbres, une silhouette sombre et imposante bougeait lentement. On s'est immédiatement arrêté de parler. Immobile, nous l'observions. La chose était grande, courbée, avançant doucement vers la glace. Puis, on a réalisé ce qu'on regardait. C'était un ours. Ricky a été le premier à murmurer « C'est un ours ?» le plus discrètement possible. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait déjà à toute vitesse. Si c'était vraiment un ours, le dernier truc à faire était d'attirer son attention. On est resté figé, retenant même notre souffle. Mais en l'observant mieux, quelque chose clochait. Sa démarche n'était pas naturelle. Trop droite, trop humaine. Et il traînait quelque chose derrière lui. Rien n'avait de sens. C'était l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues. Puis la silhouette s'est redressée complètement. Et d'un seul coup, nous avons tous compris. Ce n'était pas un ours. C'était une personne. Une personne portant une sorte de costume d'ours. Kyle a lâché un « C'est quoi ce bordel ?» à voix basse. J'étais en train de penser exactement la même chose. Je sais que, raconter comme ça peut ne pas sembler effrayant. Mais si vous aviez été là, vous auriez eu aussi peur que nous. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Je ne savais pas si j'étais plus terrifié ou confus, mais tout mon instinct me criait de rester silencieux. La silhouette continuait d'avancer vers la glace, traînant quelque chose derrière lui. Au début, il était difficile de distinguer ce que c'était. La neige brouillait les détails, mais en s'approchant, j'ai réalisé qu'il tenait une corde attachée à l'objet qu'il traînait. Quelques instants plus tard, nous avons pu voir plus clairement. C'était un petit sac noir. Il ressemblait à un sac poubelle de petite taille, si tant est que cela existe. Quoi qu'il en soit, c'était glaçant. Nous sommes restés là, sans savoir quoi faire.
Mon esprit me criait de faire demi-tour et de partir. Mon corps était paralysé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pense pas que Ricky et Kyle étaient très motivés à partir non plus, car aucun des deux n'a bougé d'un pouce. Je ne serais probablement pas parti sur le champ, même si je n'avais pas été aussi effrayé. J'avais besoin de savoir ce que cette personne faisait. Puis, comme si la situation ne pouvait pas devenir plus étrange, l'homme a dézippé et est sorti de son costume d'ours. Le voir sous sa véritable apparence n'a rien arrangé. Il n'était ni particulièrement grand, ni menaçant, mais quelque chose chez lui était profondément dérangeant. Nous l'avons observé se pencher, vraisemblablement pour ramasser un caillou, mais à cette distance, il était difficile d'en être certain. Puis, les bruits ont commencé. Il s'est agenouillé, tenant ce qui ressemblait à un rocher, et a commencé à frapper la glace à plusieurs reprises. Peut-être était-ce un effet placebo, mais je jurerais avoir ressenti les vibrations sous mes pieds, même à cette distance. Il essayait de briser la glace, sans doute pour se débarrasser de ce qu'il y avait dans le sac. Ricky m'a tapé sur l'épaule, et en me retournant, j'ai vu que lui et Kyle commençaient à reculer vers la terre ferme. Sans dire un mot, je les ai suivis, et nous avons tenté de nous éloigner rapidement sans faire trop de bruit. Chaque pas me semblait assourdissant dans le silence environnant, même si je savais qu'il était impossible que ce type entende le crissement de la neige d'aussi loin. Nous avions à peine parcouru quelques mètres lorsqu'une voix a crié derrière nous. « Hé !» Je n'ai même pas pris le temps de me retourner. J'ai juste commencé à courir, priant pour que ce gars n'ait pas d'armes. Le froid n'aidait pas, et je me suis vite retrouvé à bout de souffle après même pas 1 minute de course. Je ne sais pas s'il nous a suivis. Je ne pense pas, mais à ce moment-là, nous étions en plein mode panique. Nous avons atteint le bord du lac, et j'étais à bout de souffle. Après une très courte pause, nous avons rejoint la voiture en silence, et Kyle a démarré immédiatement. Aucun de nous ne comprenait ce que nous venions de voir. Kyle a dit que c'était probablement quelqu'un qui jetait ses ordures, mais je lui ai répondu que c'était ridicule. Qui, saint d'esprit, s'habillerait en costume d'ours au beau milieu de l'hiver pour jeter illégalement ses déchets? C'était impossible. Ricky a affirmé que c'était forcément quelqu'un qui se débarrassait d'un corps, mais je lui ai fait remarquer que le sac était bien trop petit pour cela. Nous avons débattu tout le trajet du retour, sans réussir à nous mettre d'accord sur une explication définitive. Nous n'avons jamais eu de réponse. Si j'y repense aujourd'hui, c'est parce que ma mère regardait la télévision l'autre jour, et un ancien avis de disparition est apparu à l'écran. Il s'agissait d'un enfant de notre région, et la période de sa disparition correspondait étrangement à ce que nous avions vu sur ce lac. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Je sais que c'est probablement une simple coïncidence malheureuse. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si ces deux événements sont liés d'une manière ou d'une autre. Au moment où vous entendez cette histoire, nous avons probablement déjà signalé notre témoignage à la police. L'année dernière, j'ai séjourné dans un petit Airbnb avec 2 chambres lors d'un voyage. Cet endroit n'était qu'une escale pour la nuit avant d'aller dans un autre Airbnb où je passerais la majeure partie de mes vacances. En arrivant, tout était propre et vide, exactement comme prévu. J'ai fait le tour de la maison avant d'apporter mes bagages et de m'installer sur le canapé. Il devait être environ 20 heures. Alors que je somnolais, la sonnerie de la porte m'a brusquement réveillé. J'ai tourné la tête vers la porte d'entrée, confuse et alarmée. Étant une jeune femme de petite taille, j'ai tendance à me laisser facilement effrayer et je n'aime pas parler à des inconnus, surtout la nuit et encore moins quand je suis seul. Je me suis levé et approché de la porte, entendant 2 hommes chuchoter de l'autre côté. Il n'y avait pas de verrou de sécurité. Je suis resté derrière la porte et j'ai demandé qui c'était. « Salut, on est là pour l'Airbnb. Tu peux ouvrir ?» a dit un homme. Je lui ai demandé, d'une voix forte, ce qu'il voulait dire par « être là pour l'Airbnb ». Il a répondu qu'il avait réservé l'endroit pour la nuit. J'étais certaine qu'il y avait une erreur. Alors, je lui ai dit, toujours en criant à travers la porte, que moi aussi j'avais réservé ce logement et qu'il devait contacter le propriétaire. Il n'avait pas l'air content,
Et à sa place, j'aurais probablement été frustré aussi. J'ai entendu un des hommes s'éloigner, tandis que l'autre insistait pour que j'ouvre la porte afin d'en discuter. J'ai failli céder et poser la main sur la poignée, pensant qu'il avait l'air sincère. Mais un pressentiment m'a arrêté. J'ai alors dit que mon mari allait descendre dans quelques minutes pour régler ça. Je voulais leur faire croire que je n'étais pas seul, espérant les déstabiliser si leurs intentions étaient mauvaises. L'homme n'a pas répondu. J'ai attendu un moment sans entendre de bruit de pas s'éloigner. Alors j'ai écarté légèrement le rideau et regardé par la petite fenêtre. Ce que j'ai vu m'a glacé. L'homme à qui je parlais se tenait face à sa voiture, garée dans l'allée. Et plus loin derrière lui, une bande d'au moins 5 personnes se cachait, comme si elles attendaient un signal. Ils portaient tous des cagoules ou des écharpes sur le visage. Je ne pouvais pas voir l'autre côté de la maison, mais j'ai supposé qu'il y avait encore plus de monde. Sachant que la ville où je séjournais avait des problèmes de gang, j'étais terrifié. Je me suis éloigné de la porte, totalement paniqué, essayant de ne pas hyperventiler. J'ai couru jusqu'à la chambre pour attraper mon téléphone et appeler la police. Pendant ce temps, j'entendais des pas tout autour de la maison. J'avais l'impression d'être encerclé par une meute de loups qui, à tout moment, pouvaient briser les fenêtres et entrer. Je suis allé me réfugier dans la salle de bain et j'ai composé le 17, essayant de garder mon calme. L'opératrice m'a dit de rester silencieuse et de garder mon sang-froid. Une patrouille était en route et arriverait en quelques minutes. Je suis resté en ligne, toujours en écoutant les bruits de pas à l'extérieur, jusqu'à ce qu'un bruit atroce retentisse. Le bois de la porte d'entrée craquant et se brisant. Je me suis mise à pleurer silencieusement, couvrant ma bouche avec ma main. J'ai entendu un groupe de personnes entrer en courant, fouillant les placards et ouvrant les portes. L'un d'eux s'est approché de la salle de bain et a essayé la poignée. « Ici !» a-t-il crié avant de s'éloigner. Ils ont continué à piller la maison, jusqu'à ce que les sirènes se fassent entendre au loin. À ce moment-là, ils se sont tous dispersés et ont fui avant l'arrivée des policiers. Quand les forces de l'ordre sont entrées, tout le monde avait déjà disparu. Mes bagages avaient été volés et la vitre de ma voiture brisée, son intérieur saccagé. Un des agents m'a rassuré et m'a expliqué qu'ils avaient de plus en plus de problèmes avec des groupes organisés cambriolant des maisons. Ils ne pensent pas que leur but principal soit de s'en prendre aux résidents, mais plutôt de voler tout ce qu'ils peuvent. C'est probablement la raison pour laquelle ils m'ont ignoré dans la salle de bain, sachant que je ne représentais pas une menace. Quelles que soient leurs intentions, c'était une expérience terrifiante. Je sais que ça n'a probablement rien à voir avec le fait que je séjournais dans un Airbnb ce soir-là, mais depuis, chaque fois que je réserve un logement, l'angoisse me revient immédiatement. Quand j'avais 22 ans, j'ai commencé à voir un gars que j'avais rencontré sur une application de rencontre pendant un certain temps. Il s'appelait Maxime. Nous avons eu environ 4 rendez-vous sur un peu plus d'un mois. Au début, tout semblait bien. Notre premier rendez-vous a été un café rapide, moins d'1 heure. Plutôt une sorte de test pour voir s'il semblait normal. Notre deuxième rendez-vous s'est déroulé dans un bar où nous avons pris quelques verres. Nous étions légèrement éméchés, et c'était un bon moment. Notre troisième rendez-vous était un dîner, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Des questions sur le fait de savoir si nos personnalités correspondaient vraiment, ou s'il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Le rendez-vous s'est tout de même terminé par un baiser, le premier et le seul que nous ayons échangé, ce qui m'a convaincu que si je l'avais laissé m'embrasser, c'est que tout s'était bien passé. Ce n'est que quelques semaines plus tard que nous avons eu notre 4e et dernier rendez-vous. Nous sommes encore sortis boire un verre, mais cette fois-ci, j'étais moins enthousiaste. J'étais plus attentive à ses petites manies, et je me suis rendu compte qu'elles étaient étranges. Difficile d'expliquer exactement pourquoi, mais certaines de ses mimiques donnaient une impression antisociale, presque inquiétante. Ce soir-là, il a aussi bu beaucoup trop et est devenu très tactile au bar, essayant de m'embrasser à plusieurs reprises. Je n'aime pas les démonstrations d'affection en public, surtout dans un bar bondé. J'ai poliment repoussé ses avances. Quelques minutes plus tard,
j'ai mentionné que j'étais fatiguée, insinuant fortement que nous devrions partir. Il a demandé l'addition, l'a payée, puis nous avons pris nos manteaux et sommes sortis. Alors que nous marchions vers nos voitures, il m'a arrêtée et m'a très directement demandé si nous pouvions rentrer ensemble. J'ai répondu « Pas ce soir, je suis fatiguée et je travaille demain », ce qui était un mensonge. Il a insisté, proposant même de me conduire au travail le lendemain. J'ai trouvé cela absurde, qu'il soit ivre ou non. De plus, je n'aimais pas du tout l'idée qu'il conduise en état d'ébriété. J'ai pris la décision à ce moment-là que je ne le reverrai plus. Je suis allée à ma voiture, garée dans un parking de l'autre côté de la rue, et j'ai commencé à rentrer lentement chez moi, car j'avais bu un peu. Je n'étais pas ivre, mais je faisais preuve d'une grande prudence. J'étais aussi très attentive à mon environnement, cherchant du regard des policiers, ce qui m'a peut-être permis de remarquer qu'une voiture me suivait après plusieurs virages. À un certain feu rouge, j'ai réalisé que cela ressemblait à la voiture de Maxime. Je lui ai envoyé un message. « Tu me suis ?» Il a répondu presque immédiatement. « Oui, je veux juste m'assurer que tu rentres bien. » J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas décroché. C'était étrange, et franchement, effrayant. Je me suis arrêtée sur le côté et lui ai envoyé un message lui demandant d'arrêter de me suivre, que j'allais bien. Il s'est arrêté un instant au milieu de la route, probablement pour lire mon message, puis il a accéléré et m'a dépassé. Il ne m'a pas répondu. Pas avant que je sois chez moi, dans mon lit. Il m'a envoyé. J'espère que je ne t'ai pas fait peur ce soir. Désolée, j'ai trop bu. La prochaine fois, on devrait faire quelque chose de plus tranquille, comme un dîner chez moi. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, il a renchéri. Oh non! Est-ce que le feeling est mort? J'ai décidé d'attendre un peu avant de répondre. Moins de 2 heures plus tard, il m'a envoyé un point d'interrogation. J'ai donc fini par répondre, avant que cela ne devienne pire. J'ai écrit « Hey, j'ai apprécié apprendre à te connaître, mais je pense que nos personnalités ne collent pas vraiment. En ce moment, je veux juste me concentrer sur moi-même, j'espère que tu comprends. » C'est à partir de là que les messages de colère ont commencé à arriver. Le pire d'entre eux était « Non, je ne comprends pas. Tu m'as fait perdre mon temps pendant 4 rendez-vous pour me dire ça? Alors rembourse-moi la moitié de tout ce que j'ai payé pour toi. » Il y avait d'autres messages haineux contenant des informations personnelles, donc je ne vais pas les mentionner ici, mais c'était suffisant pour me pousser à le bloquer. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, mais j'ai commencé à recevoir des appels en numéro masqué en continu. Je les ai ignorés jusqu'à ce qu'ils semblent enfin comprendre et arrêtent. Le lendemain, alors que mes parents n'étaient pas à la maison, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé un bouquet de fleurs devant la porte, accompagné d'une carte. C'était une lettre d'excuse de Maxime, me suppliant de lui donner une seconde chance. Il savait où j'habitais. Cela m'a terrifiée. Dans son esprit, il devait sûrement penser que c'était charmant ou romantique, alors que c'était en réalité extrêmement inquiétant. J'ai envoyé un dernier message, lui demandant de ne plus jamais me contacter ni venir chez moi, sinon je porterais plainte. Je l'ai gardé bloqué et n'ai jamais vu sa réponse. Je pensais que c'était terminé. Je me trompais complètement. Peu de temps après, je me suis retrouvée seule à la maison pour la nuit. La maison de mes parents est grande et ma chambre était située au dernier étage. En pleine nuit, je me suis réveillée à cause d'un bruit. Au début, je n'étais pas certaine de ce que j'avais entendu, mais j'avais l'impression que ça venait d'en bas. J'ai écouté attentivement, puis j'ai entendu ce qui ressemblait très clairement à une porte qui s'ouvrait à l'étage. Personne n'était censé être là. Même encore à moitié endormie, j'ai immédiatement pensé à un cambrioleur. Je suis descendue de mon lit et me suis glissée en dessous. Avant d'appeler le 911, j'ai envoyé un message à toute ma famille pour demander qui était à la maison. J'entendais encore des bruits, venant d'une autre chambre. Puis, ma porte de chambre s'est ouverte et des pas ont grimpé l'escalier en moquette. Silence. Je ne pouvais pas entendre les pas à cause du tapis, mais j'ai ensuite entendu les tiroirs de ma table de chevet s'ouvrir. Je me suis couverte la bouche avec ma main pour masquer ma respiration. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, j'ai entendu une voix d'homme marmonner. Putain de merde. J'ai pensé, attends, cette voix, ça ressemble à celle de Maxime. Je n'ai pas bougé, priant pour que mon téléphone ne fasse aucun bruit.
Il a fouillé mes tiroirs, puis je l'ai entendu s'asseoir sur mon lit. À travers le tissu du lit, je voyais ses chaussures. Même dans l'obscurité, elles étaient visibles. Je ne sais pas combien de temps il est resté là, mais ça m'a paru une éternité. Puis il a murmuré « Putain de salope !» avant de se lever, refermer les tiroirs, descendre les escaliers et quitter la maison. J'ai enfin appelé la police, murmurant dans le téléphone. Ils ont confirmé que toutes les fenêtres étaient déverrouillées et qu'une d'elles était assez grande pour qu'il entre. J'ai obtenu une ordonnance restrictive. Il ne m'a plus jamais contactée. Mais même aujourd'hui, j'ai peur qu'il découvre où je vis. Ma famille possède une petite maison de vacances dans le Colorado. Mes parents sont des skieurs passionnés. C'est d'ailleurs ce qui les a motivés à l'acheter. La maison est dans la famille depuis avant ma naissance. Elle montre clairement son âge à bien des égards. Mais elle a aussi environ 40 ans. Elle ne peut pas avoir l'air neuve. Mon père a dû faire beaucoup d'entretiens au fil des années. Elle est toujours dans notre famille aujourd'hui. Mais elle commence vraiment à tomber en ruine. Mon père parle de la démolir pour en construire une nouvelle. Mais je ne m'implique pas vraiment dans sa décision. Cette histoire s'est passée il y a environ 15 ans, quand j'avais 8 ans et mon frère 11. Nous étions au Colorado, pendant une tempête de neige. Il neigeait énormément, et bien sûr, mon frère et moi avons voulu sortir jouer. Le meilleur aspect de nos séjours là-bas quand nous étions enfants, c'était l'immensité de l'espace. La propriété a une grande clairière entourée de forêts de toutes parts. Une route sans issue descendait jusqu'à quelques autres propriétés presque aussi grandes. C'était le terrain parfait pour jouer à cache-cache, faire des batailles de boules de neige ou d'autres jeux du même genre. Mon frère Josh et moi sommes sortis, équipés pour le froid, et avons commencé notre jeu de bataille de boules de neige avec nos propres règles personnalisées. En gros, on devait construire 2 forts. Chacun choisissait son emplacement, mais on devait dire à l'autre où on le construisait. Ensuite, on fabriquait une énorme boule de neige, qui servait de joyau à voler dans la base adverse et à ramener dans la sienne. Josh a décidé d'installer son fort sur la propriété voisine la plus proche. Il n'y avait presque jamais de voitures, 9 fois sur 10, alors on jouait souvent sur leur terrain puisqu'ils n'étaient jamais là. On construisait des petits murs pour simuler un fort, puis on mettait la grosse boule de neige derrière ces murs. Pour rejoindre la base de l'autre, on pouvait soit couper à travers la forêt, soit emprunter la route qui montait ou descendait jusqu'au fort opposé. Une fois que Josh a couru sur la route et disparu, j'étais censé attendre qu'il siffle pour signaler le début du jeu. J'ai attendu longtemps, trop longtemps, plus de 5 minutes. Il avait déjà préparé son fort, donc il ne lui restait plus qu'à redescendre et à souffler dans le sifflet. Quand environ 10 minutes ont passé, j'ai supposé que je n'avais tout simplement pas entendu son sifflet. Alors j'ai commencé à planifier mon itinéraire. Fallait-il passer par la forêt ou prendre la route? J'ai choisi la route, parce que honnêtement, traverser la forêt en pleine tempête de neige à 8 ans me faisait un peu peur. Je me suis mis à avancer dans la neige non déblayée, les flocons me fouettant le visage. Grâce aux nombreuses couches de vêtements que ma mère m'avait fait enfiler, je n'avais pas froid, du tout. En approchant de l'allée de la propriété voisine, j'ai regardé à travers les arbres et je n'ai pas vu Josh. Avec les arbres dénudés en hiver, on voyait assez bien à travers la forêt. J'ai donc coupé à travers les arbres pour essayer de me faufiler. Mais Josh était littéralement introuvable. Je voyais son fort. J'ai regardé autour de moi et, en confirmant qu'il n'était pas là, j'ai approché son fort pour récupérer le joyau. Mais, avant d'y parvenir, j'ai entendu une voix de femme crier « Excuse-moi, tu cherches ton frère ». Je me suis retourné dans la direction d'où venait la voix et j'ai vu une femme plus âgée, debout devant la porte de la maison voisine. Je lui ai répondu qu'on jouait à un jeu. Elle a alors dit « Ton frère est ici ». J'étais très confus. J'ai commencé à avancer vers les marches de la maison et, en me rapprochant, j'ai pu voir son visage plus clairement. Dans mon esprit, d'enfant de 8 ans, elle paraissait bien plus vieille qu'elle ne l'était probablement. Puis, en levant les yeux vers une des fenêtres de l'étage, j'ai vu quelqu'un qui me regardait. Pendant un instant, j'ai cru que c'était Josh. C'était quelqu'un avec la moitié du visage couverte, apparemment par un bonnet noir, et le bas du visage caché sous la fenêtre.
J'ai aussi remarqué une autre série d'empreintes menant à la porte d'entrée. Elle devait être celle de Josh. La femme me souriait d'une manière très étrange. Je me souviens de cette sensation soudaine de cœur qui se serre. Elle m'a fait signe d'entrer pour me mettre à l'abri du froid. Je me suis figé et j'ai crié « Josh !» Mais il n'y a eu aucune réponse. La femme a arrêté de sourire. Elle ne s'attendait pas à ce que je fasse ça. J'ai également remarqué que l'autre série d'empreintes faisait demi-tour. Si c'était celle de Josh, il avait rebroussé chemin vers la forêt. Puis, j'ai entendu des bruits de pas lourds venant de l'intérieur de la maison. Ils semblaient venir de l'étage et descendre. J'ai commencé à courir. La femme a crié quelque chose que je n'ai pas compris. À moi ou à quelqu'un d'autre. J'ai jeté un dernier regard vers la maison. Le visage que j'avais vu à la fenêtre avait disparu. Je me suis précipité sur la route, puis j'ai entendu le sifflement de mon père, en haut de la colline, le signal qu'il utilisait pour nous appeler à dîner. Quand je suis arrivé dans notre allée, mon père et Josh étaient déjà là, en route pour venir me chercher. Avant même que je puisse expliquer ce qui venait de se passer, Josh racontait déjà que des gens dans la maison voisine lui avaient dit d'entrer. J'ai dit que la même chose m'était arrivée. Mon père est alors descendu là-bas, armé de quelque chose, tandis que nous attendions dans la maison avec notre mère. Il est revenu après un long moment et a dit que la porte d'entrée était verrouillée et que personne ne répondait. Il est alors allé chez un autre voisin qui connaissait les propriétaires de la maison et les a appelés. Ce qui s'est passé ensuite me donne encore des frissons à chaque fois que mon père en parle. Les propriétaires de la maison n'étaient pas là ce week-end-là. Personne n'était censé être dans la maison. La police a été appelée et nous avons dû décrire la femme à un officier sur place. Après cela, nous n'avons plus été impliqués. Selon mon père, la porte arrière était ouverte et la maison a été fouillée, mais rien n'a été trouvé. Par précaution, mes parents ont emporté tous leurs objets de valeur de peur d'un cambriolage en notre absence. Après ce jour, nous avons évité de jouer sur cette propriété à cause du simple facteur de peur lié à ce souvenir. Heureusement, nous ne sommes jamais entrés dans cette maison. Les enfants peuvent utiliser le dessin comme un moyen d'exprimer des sentiments ou des émotions qu'ils ne comprennent pas. Mais parfois, ils dessinent simplement ce qui leur est familier. Donc, si un enfant dessine des images où il tient la main d'inconnus, il pourrait y avoir quelque chose de plus profond derrière cela. Martin et sa femme sont les parents de 2 enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 3 ans. Martin m'a fait part d'une découverte troublante qu'il a faite avec sa femme récemment. Leur fille, que j'appellerai Jess, adore dessiner. Il lui fournissait donc tout le matériel nécessaire pour la divertir pendant des heures. Elle avait un sac à dos rempli de fournitures d'art, avec des feutres, des crayons de couleur, des pastels et du papier. Jess avait des piles de dessins dans sa chambre et dans son sac. La plupart étaient des dessins innocents et normaux. Cependant, un jour, Martin a trouvé un dessin dans la chambre de Jess, qui l'a intrigué. C'était l'image d'une femme inconnue tenant la main de Jess. Ce n'était pas sa mère, qui était blonde, mais une femme brune. Martin a demandé à Jess qui était cette femme, et elle a répondu que c'était celle qui lui rendait parfois visite. Cela ressemblait à l'imagination d'un enfant avec un ami imaginaire. Lorsqu'il lui a demandé le nom de cette femme, Jess a répondu « Lucia ». Cela a immédiatement inquiété Martin, qui a montré le dessin à sa femme et lui a demandé si cette femme pouvait ressembler à sa sœur. Au départ, sa femme a dit que cela pouvait être n'importe qui. Mais quand Martin lui a dit que leur fille l'avait appelée Lucia, elle a eu une réaction qui en disait long. Lucia était le nom de la sœur décédée de la femme de Martin, morte avant la naissance de leurs enfants. Le couple est allé voir leur fille pour lui demander qui était exactement Lucia. Jess a répété qu'elle venait lui rendre visite de temps en temps. Essayant d'obtenir plus de détails, ils lui ont demandé à quel moment elle venait et de quoi elle parlait. Jess a répondu qu'elle venait parfois la nuit, quand elle dessinait. La mère de Jess lui a demandé de refaire un dessin de Lucia avec plus de détails la prochaine fois qu'elle la verrait.
et Jess a accepté. Désormais, Martin et sa femme laissèrent la porte de la chambre entr'ouverte pour écouter si leur fille parlait à quelqu'un. Quelques nuits plus tard, alors qu'ils étaient dans la cuisine, ils ont soudainement entendu Jess parler dans sa chambre. Ils se sont approchés discrètement pour écouter. Il y avait de longs silences entre ces phrases, comme si elle répondait à quelqu'un dont ils n'entendaient pas la voix. À un moment donné, Jess a dit « Ils ont demandé qui vous étiez quand ils ont vu mon dessin de vous. Ils veulent que je vous dessine à nouveau. » Puis, elle s'est tue. C'est à ce moment-là que Martin et sa femme sont entrés dans la chambre et ont demandé si elle parlait encore à Lucia. Jess a hoché la tête. Ils lui ont alors demandé où elle se trouvait dans la pièce. Jess a regardé autour d'elle avant de fixer un coin de la chambre et de dire « Elle est juste là. » Martin et sa femme ont regardé vers le coin, mais il n'y avait rien. Pourtant, ils ont ressenti un profond malaise. D'une voix douce, la mère de Jess lui a demandé de dessiner immédiatement Lucia avec tous les détails possibles. Jess a accepté et ses parents ont quitté la chambre. Peu de temps après, Jess a appelé sa mère. Martin et sa femme sont retournés dans la chambre et ont découvert un nouveau dessin. Celui-ci confirmait leurs craintes. Jess avait dessiné une femme aux yeux bleus, avec un petit grain de beauté au-dessus des lèvres, vêtue de blanc. Or, Lucia avait été enterrée en blanc, avait les yeux bleus et ce même grain de beauté. La femme de Martin n'avait jamais été proche de sa sœur et n'avait assisté à son enterrement que brièvement. Jess n'avait jamais entendu parler de sa tante décédée et il n'y avait aucune photo d'elle dans la maison. Martin et sa femme ont dit à leur fille qu'ils ne voulaient plus qu'elle parle à Lucia. Non pas que Lucia ait fait quelque chose de mal, mais la situation les effrayait profondément. Ils ont fait venir un prêtre pour bénir la maison et demander aux esprits de partir en paix. Selon Martin, plus rien d'étrange ne s'est produit depuis. J'ai possédé une maison sur Airbnb pendant plusieurs années. J'ai arrêté à cause du stress lié à la gestion de la location tout en maintenant mon travail principal. L'avantage d'utiliser Airbnb au lieu de louer la maison de manière traditionnelle est qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent si la maison est fréquemment réservée. Comme nous étions dans une zone touristique très fréquentée, Airbnb était une excellente option pour nous. Ma femme et moi étions très enthousiastes au début, mais cela est devenu de plus en plus exigeant à mesure que les réservations augmentaient. Il fallait tout organiser, engager des services de nettoyage entre chaque location et répondre rapidement aux messages et emails des clients. Tout se passait bien pendant quelques années, jusqu'à ce que nous ayons ce que nous pensions être un jeune couple séjournant dans la maison. Comme d'habitude, lorsqu'ils sont arrivés, je leur ai envoyé par message le code pour déverrouiller la porte. Je ne vois presque jamais les clients en personne. Une fois qu'ils me confirment être bien installés, je me détends et profite du reste de ma journée. En général, je n'échange que quelques messages avec eux. Un à leur arrivée, un à leur départ, et parfois une question occasionnelle sur la maison. Mais c'est tout. Pourtant, vers 21h, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, j'ai reçu un message du jeune homme qui logeait dans la maison. Il était court. Il disait qu'il allait m'appeler dans 1 minute. 1 minute plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai immédiatement ressenti un mauvais pressentiment en voyant son message. Mais ce qu'il m'a dit m'a tout de même surpris. Il m'a annoncé que l'eau ne fonctionnait pas dans la maison. Bien sûr, je me suis excusé, même si je ne comprenais pas comment cela pouvait être possible. Mais vivre sans eau est inacceptable. Alors, je savais qu'il fallait régler le problème immédiatement. Je lui ai demandé si je pouvais passer rapidement pour vérifier afin de faire venir quelqu'un le matin. Il a accepté avec politesse, et je suis parti sur place quelques minutes plus tard. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué 2 voitures. À ce moment-là, ce n'était pas un signal d'alarme, mais juste un détail étrange, car ils étaient censés être un jeune couple en vacances pour une seule nuit. Pourquoi auraient-ils loué 2 voitures distinctes? J'ai supposé que quelqu'un leur rendait visite, ce qui était normalement interdit, mais cela ne me dérangeait pas trop. Je me suis avancé vers la porte d'entrée, et j'ai frappé avant d'entrer le code et d'entrer. Il régnait un silence total.
Je m'attendais à ce qu'ils m'attendent, mais ils n'étaient nulle part en vue. J'aurais probablement dû les chercher d'abord. Mais j'étais fatigué, et je voulais juste en finir. La première chose que je voulais vérifier, c'était la vanne d'eau principale pour m'assurer qu'il n'y avait ni fuite, ni inondation. Je suis donc descendu au sous-sol, et j'ai vérifié la vanne. Tout semblait normal. Il n'y avait ni eau, ni signe de dégâts. J'étais perplexe. Mais en manipulant la vanne, j'ai immédiatement entendu l'eau couler de nouveau. Je l'ai tournée un peu plus, et j'ai réalisé qu'elle avait été complètement fermée manuellement. Je suis resté dans le sous-sol encore une minute, essayant de comprendre pourquoi cela avait été fait, avant de commencer à ressentir un profond malaise. Surtout en réalisant que je n'avais même pas vu les locataires en entrant. Il était évident que c'était eux qui avaient coupé l'eau, ce qui signifiait qu'ils voulaient que je vienne. Peut-être espéraient-ils obtenir une réduction sur leur séjour à cause de l'inconvénient? J'ai décidé de partir et de les appeler une fois dans ma voiture, juste pour être sûr. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher vers les escaliers, quand j'ai entendu la porte du sous-sol s'ouvrir, suivi de plusieurs pas descendant les marches. Lorsque les hommes sont arrivés en bas, ils étaient 3. « C'est réparé ?» a demandé l'un d'eux, dont la voix ressemblait à celle du jeune homme au téléphone. Mais tous ces hommes étaient bien plus âgés que le jeune homme que je pensais avoir loué la maison. Je leur ai dit que tout devait fonctionner maintenant, et que la vanne avait probablement juste été serrée toute seule. Je faisais de mon mieux pour ne pas les accuser, car toute cette situation me mettait très mal à l'aise. Je voulais juste quitter ce sous-sol et m'éloigner d'eux. Ils sont restés là, silencieux, me fixant. « Eh bien, dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. » ai-je dit, en passant entre eux pour me diriger vers les escaliers. Ils n'ont pas bougé, continuant de me regarder. Mais en passant près du troisième homme, celui le plus proche des escaliers, j'ai aperçu une arme coincée dans l'arrière de son pantalon. Cela m'a fait paniquer, et j'ai accéléré le pas pour monter les marches. Heureusement, ils ne m'ont pas suivi. Ils sont restés en bas pendant que je sortais rapidement de la maison et montais dans ma voiture pour partir. De retour chez moi, j'ai réveillé ma femme et lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a convaincu d'appeler la police pour qu'ils aillent vérifier. Ce n'étaient pas les personnes que nous pensions avoir loué la maison, et la situation était vraiment étrange. Donc cela nous semblait justifié. Et il a rappelé 20 minutes plus tard. Un agent nous a appelés pour dire que la maison semblait vide et qu'il pourrait avoir besoin que je l'ouvre. Je lui ai donné le code d'entrée, et il a rappelé 20 minutes plus tard pour dire qu'il n'y avait aucune trace de qui que ce soit à l'intérieur. Le lendemain, nous avons découvert que la carte utilisée pour payer la réservation était volée. En inspectant la maison, nous avons constaté qu'ils avaient emporté des décorations et des appareils électroménagers de valeur. Il n'y avait en réalité jamais eu de jeune couple. Ce qui restait inexpliqué, c'était leur plan avec l'eau. Voulaient-ils que je ne les facture pas pour pouvoir utiliser la carte volée plus longtemps? Ou bien avaient-ils prévu de me voler sous la menace d'une arme? Et si c'était leur intention, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? 3 hommes menaçants, m'attendant dans un sous-sol après m'avoir attiré dans un piège. Et ils m'ont juste laissé partir. Ça n'a aucun sens. Après cet événement, je n'ai plus jamais mis les pieds dans la maison tant que des clients y séjournaient. Quelques mois plus tard, nous avons arrêté Airbnb et avons simplement mis la maison en location longue durée. Cette histoire a été partagée par une enseignante d'art plastique dans une école primaire. 2 fois par an, elle organisait une activité appelée « Dessine et raconte », où les enfants devaient dessiner quelque chose de significatif pour eux et expliquer leur dessin. Lors d'une séance avec une classe de CE2, la plupart des élèves dessinaient à leur famille, leurs animaux de compagnie ou d'autres choses personnelles. Mais un garçon dessinait uniquement du feu. Les autres enfants à sa table jetaient des coups d'œil à son dessin en riant. L'enseignante, ayant remarqué cela, est allée le voir et lui a demandé pourquoi il dessinait des flammes alors qu'il devait représenter quelque chose d'important pour lui. Le garçon a simplement répondu « Je sais, je n'ai pas encore fini. » L'enseignante l'a laissé continuer. Lorsqu'il eut terminé, elle est revenue voir son dessin et a remarqué qu'il avait ajouté une maison en feu. Troublée,
Elle a demandé au garçon de l'accompagner dans le couloir. Là, elle lui a demandé pourquoi il avait dessiné une maison en flammes, expliquant que cela n'était pas approprié pour l'exercice. Le garçon a alors répondu « Ce n'est pas inapproprié. C'est la maison que mes parents ont essayé de brûler avec moi dedans. » L'enseignante est restée sans voix, ne sachant que dire. Elle a gardé le dessin, a dit au garçon de retourner s'asseoir et a annulé l'activité. De retour en classe, elle s'est assise un moment à son bureau, luttant pour retenir ses larmes, avant d'annoncer aux élèves. Tout le monde repartirait avec son dessin au lieu de faire l'activité, dessine et raconte.